Bonjour à toutes et à tous, nous poursuivons cette journée spéciale avec un troisième et dernier plateau consacré à l'Ukraine et à comment informer en temps de guerre. Cela fait maintenant 20 jours que l'invasion de l'Ukraine a commencé. Comment la rédaction s'est-elle organisée? Quelle logistique pour se rendre sur place? Pendant 1 heure, nos journalistes vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Bonjour Amélie Poinceau. Bonjour. Bonjour François Bougon. Bonjour. Et bonjour Laurent Gélin. Bonjour. Vous pouvez poser vos questions en direct directement sous l'article. Même si vous regardez la vidéo sur YouTube, pensez à retourner sur Mediapart. Et si votre question ne passe pas à l'antenne, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont posées et qu'on a des collègues qui les trient également en direct, en coulisses. Pour commencer, si vous voulez vous présenter, nous expliquer comment vous travaillez, dans quel pôle. François? Moi, je suis donc François Bougon. Je suis responsable du pôle international à Mediapart. Donc, mon rôle, il est beaucoup plus en ce moment de coordonner la couverture et puis aussi d'écrire, en fait, de porter un peu ma contribution en termes d'écriture. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Ukraine, par exemple, de cette région, mais voilà, je me mets à écrire. Et puis, comme c'est un conflit qui ne concerne pas forcément l'Ukraine, mais qui a aussi des implications dans le monde entier, et puis en particulier aussi sur la Chine, par exemple, que je suis plutôt spécialiste de cette partie du monde, donc voilà. Alors moi, je travaille actuellement au pôle écologie de Mediapart, mais en fait, j'ai travaillé pendant des années au pôle inter, et j'ai eu l'occasion de couvrir l'Ukraine beaucoup en 2014 et en 2015, et notamment en fait l'occupation de la Crimée puis l'annexion. C'est quelque chose que j'avais pu couvrir sur place en Crimée en février 2014, il y a exactement 8 ans. Et puis ensuite, par la suite, on a couvert, et avec Laurent aussi, déjà à l'époque, le Donbass et tout ce qui se passait dans ce pays qui est donc, on en reparlera peut-être, mais en guerre en réalité depuis déjà 2014. Donc à ce titre-là, du coup, je suis un petit peu en renfort en ce moment sur la couverture de l'Ukraine, mais aussi sur des éclairages en lien avec les sujets dont je m'occupe aujourd'hui, donc plus en lien avec l'écologie, l'agriculture, puisque, on en reparlera peut-être aussi, mais la guerre en Ukraine a provoqué une déflagration sur les marchés agricoles, et donc on a écrit aussi à ce sujet. Alors moi je suis Laurent Gélin, je suis journaliste en Europe de l'Est depuis une quinzaine d'années, donc entre les Balkans et l'Ukraine. J'ai été correspondant en Ukraine entre 2010 et 2014 des médias francophones dont Mediapart. Je suis correspondant en Europe de l'Est pour Mediapart depuis 2010, donc un petit temps déjà. Et puis c'est un pays que j'ai couvert à la fois entre 2010 et 2014 et dans lequel je suis retourné après à de nombreuses reprises, un pays dans lequel j'ai beaucoup d'attaches et dans lequel je me suis rendu pas plus tard qu'il y a 10 jours pour couvrir les débuts de ce conflit de grande ampleur et que je continue à suivre ici à la rédaction à Mediapart pour au moins quelques mois. Merci. Avant d'attaquer avec les questions des lecteurs, je vous propose une mise au point, si vous voulez bien, sur la prononciation. C'est vrai que c'est un débat qui nous a mobilisés en interne à plusieurs occasions et qui a mobilisé d'autres rédactions. Voilà, votre avis sur les prononciations? Est-ce qu'on reste sur une prononciation russe ou ukrainienne, Kiev, Kiev? Oui, alors c'est vrai que c'est une discussion qui nous a pas mal animés, et avec, il faut le dire, l'équipe correction de Mediapart, parce qu'il y a plusieurs personnes qu'on ne voit pas beaucoup sur nos plateaux, mais qui sont essentielles aussi au fonctionnement du journal, et qui se sont très vite posé la question de est-ce qu'on continue à écrire Kiev pour la capitale ukrainienne, qui est en fait la retranscription du russe, ou est-ce qu'on adopte, comme d'autres médias commencent à le faire, et notamment du côté des médias anglo-saxons qui le faisaient en réalité depuis déjà un certain temps, qui adoptaient la retranscription de l'ukrainien Kyiv. Et on a fait le choix avec, à chaque fois des réserves, il n'y avait rien d'évident dans ce choix-là, mais aussi en interviewant des spécialistes, et notamment la responsable de l'ukrainien à l'INALCO, l'Institut des langues orientales à Paris. Finalement, on a fait le choix d'adopter la retranscription de l'ukrainien, Kyiv, mais en précisant, entre parenthèses, pour les lectrices et les lecteurs qui ne connaissent pas encore forcément ce nom, en précisant donc entre parenthèses le nom de Kiev, qui est effectivement la retranscription du russe. Et pour les autres villes ukrainiennes, la plupart du temps, le changement avait déjà été effectué. Enfin, en tout cas, de notre côté, ça faisait longtemps qu'on adoptait la retranscription ukrainienne. Moi, je voudrais juste, je ne me prononce pas sur la question en tant que spécialiste, mais ça illustre la manière dont on travaille aussi à Mediapart. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, on s'est présenté et puis on voit bien Amélie travaille normalement pour le pôle écologie, mais là, elle travaille sur les questions ukrainiennes. Laurent nous a rejoints pour jusqu'au mois de juin. Et
ce qu'il faut dire, c'est que la manière de travailler de Mediapart est une manière très collaborative. C'est-à-dire et ça vient de l'histoire de Mediapart. À l'origine, c'est quand même une petite rédaction par rapport aux autres rédactions d'autres médias français. On est de plus en plus nombreux puisque voilà, on se développe. On l'a vu hier avec la présentation des résultats. Mais le mode de fonctionnement de Mediapart est resté. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement très collaboratif où quand il y a des grands événements, que ce soit l'Afghanistan ou l'Ukraine, tout le monde participe. Il n'y a pas de silo, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire « Ah ben non, je suis désolé, c'est pas mon secteur, je ne participe pas ». Donc en fait, c'est aussi ce qui fait la richesse de la couverture de Mediapart, c'est qu'à un moment donné, quand l'actualité nous appelle, tout le monde participe. Donc à la fois le pôle enquête, le pôle écologie, le pôle politique, le pôle économique et social, et tout le monde met la main à la pâte et ça donne ce journal à la fois très riche en fait. Et sur cette question-là, sur la question de comment on dit les choses, comment par exemple est-ce qu'on dit Kiev ou Kiev, ce sont des choses qu'on a posées au moment de la conférence de rédaction à 10h30, qui est donc le moment important pour une rédaction comme la nôtre, où on parle énormément de choses, on débat de beaucoup de choses, et en particulier de ce genre de sujet, mais ça donne lieu à des contenus éditoriaux. C'est-à-dire à la fois, et donc par exemple, Amélie a été l'une des personnes qui a posé ce sujet sur la table, et en fait, moi j'ai dit, moi en fait, tout ce que vous me dites là, ça m'intéresse. Et donc Amélie est allée interviewer une spécialiste, et puis on s'est dit qu'il fallait aussi avoir une position... Irina Dmitrichine, voilà. Peut-être la régie qui met en lien aussi les articles en direct. Et donc, la correction aussi, on s'est dit, c'est intéressant qu'ils ouvrent un blog et puis qu'ils expliquent aux lecteurs pourquoi on a décidé de faire ça. Merci François. D'ailleurs, je pense que cette question t'intéresse également. Est-ce que Mediapart a des correspondants partout dans le monde ? Alors Mediapart comme je le disais, Mediapart est une petite structure, mais c'est un journal qui est vu de plus en plus comme un journal, je dirais, comme les autres, c'est-à-dire à vocation. Alors, Mediapart était connu au départ par ses enquêtes. Hein. C'est comme ça que Mediapart s'est fait connaître, par ses enquêtes. Et puis progressivement, on s'est élargi à d'autres champs et on étoffe la couverture. Donc, par exemple, le pôle écologie est aujourd'hui, il y a 3 personnes, et le pôle international, on est 5. Mais on ne pourrait pas couvrir tous les sujets du monde uniquement avec 5 personnes. Donc c'est vrai qu'on a recours aux pigistes. Et donc on essaye d'avoir... Alors on n'a pas des correspondants en tant que tels dans tous les pays du monde, mais on recourt à des journalistes qui travaillent pour d'autres médias, mais qui travaillent aussi pour Mediapart. Et on essaye d'être présent. En tout cas, moi je suis arrivé à Mediapart à peu près il y a 3 ans. Et c'est vrai que ma feuille de route, c'était d'essayer de développer un peu plus la couverture, notamment par exemple sur des zones sur lesquelles on n'était pas forcément... on n'était pas en pointe, comme l'Asie par exemple. Donc voilà, on essaye de... Mediapart est à la fois très collaboratif, mais en même temps on est très pragmatique, donc on avance progressivement. Et par exemple sur l'Ukraine, c'est aussi on y reviendra peut-être, mais c'est un lieu de guerre, et c'est traditionnellement des endroits où on n'allait pas forcément, et progressivement on commence à y aller aussi. Ouais. Une question plus pour Laurent. C'est Valentin qui nous demande: avez-vous ou allez-vous documenter le parcours des réfugiés ukrainiens ? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est évidemment l'un des gros enjeux de cette guerre déclenchée le 24 février dernier, puisqu'immédiatement, dans les 24 ou 48 heures, on a eu un nombre tout à fait extraordinaire d'Ukrainiens qui ont quitté le pays. Moi-même, dès le déclenchement de la guerre, je suis allé pour Mediapart en Moldavie documenter l'arrivée de ces premiers réfugiés. En 24 heures, on avait eu 80 000 réfugiés qui étaient rentrés dans ce petit pays très pauvre. La Moldavie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Et donc l'enjeu, c'est à la fois comment accueillir ces populations qui sont souvent traumatisées, qui ont été déplacées, comment les accueillir au mieux, à la fois dans l'urgence de leur arrivée et puis dans le temps long, puisqu'on peut imaginer que ce conflit va durer. En tout cas, c'est la direction qu'il prend aujourd'hui. Et Mediapart a documenté cette arrivée, donc en Moldavie où j'étais, mais également en Pologne, en Hongrie ou en Roumanie. Évidemment, c'est une des grandes questions que l'Union européenne va devoir résoudre. Comment
faire pour accueillir ces réfugiés dans les meilleures conditions. Alors ça passe à la fois par un soutien financier de l'Union européenne en direction des pays membres qui sont sur la première ligne des arrivées, donc je pense évidemment à la Hongrie, à la Roumanie, à la Pologne, et puis un soutien de pays qui ne sont pas encore dans l'Union, comme la Moldavie, avec l'envoi de matériel, de moyens financiers, etc. etc. Donc c'est un problème, je dirais, qui va se déployer malheureusement dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, puisqu'on sait que quand des réfugiés prennent le chemin de l'exil, seule une partie d'entre eux, une fois le conflit terminé, rentrent dans leur pays. On sait, et c'est un schéma tout à fait classique que l'on avait pu observer d'ailleurs pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine entre 92 et 95, quand les réfugiés quittent un pays, beaucoup d'entre eux restent dans le pays d'accueil où ils arrivent après la fin des combats. Donc c'est un problème qui va devoir être géré dans les prochains mois et dans les prochaines années. Si je peux ajouter, en fait, on est vraiment face à quelque chose d'inédit, que même lors du déclenchement de la guerre en Syrie, on n'a pas constaté à une telle ampleur en un temps aussi bref. Ouais. En 2 semaines, en fait, on a eu 2,5 millions de réfugiés en dehors d'Ukraine. La Pologne, à elle seule, accueille en ce moment 1,7 million de réfugiés. C'est aussi une immigration très particulière, parce que ce sont beaucoup des femmes et des enfants, puisque les hommes ukrainiens sont appelés sous les drapeaux. Et donc, c'est aussi des gens qui, s'ils restent, effectivement, sont aussi coupés de leur famille. Donc, on est là vraiment face à quelque chose d'inédit. Et ensuite, c'est pas du tout, une situation figée, puisque d'après les prévisions de l'ONU, on pourrait avoir 6 à 7 millions de réfugiés en Europe. Et ces premiers pays, comme le disait Laurent, frontaliers de l'Ukraine, en fait, sont aussi parfois des pays intermédiaires. Et en fait, la diaspora ukrainienne était déjà très implantée un peu partout en Europe. Et donc, ces gens-là suivent aussi cette route-là et vont plus au sud, vers l'Italie, l'Espagne et le Portugal notamment, et vers l'Allemagne aussi en premier lieu. Donc, voilà. Et on a Hélène Bienvenue en Pologne notamment qui a aussi couvert ces phénomènes. Puisqu'on est là pour parler de cuisine, en fait, puisqu'on est en dialogue avec les abonnés et avec nos lecteurs, on a une journaliste qui s'appelle Nejma Brahim, qui donc dépend à la fois du pôle international et du pôle société et qui est chargée de toutes les... qui écrit sur les questions migratoires. Donc c'est quelqu'un qui est en train de travailler en ce moment sur toutes ces questions, à la fois... Et tout ce que ça entraîne en France, en fait. Et puis aussi toutes les polémiques sur pourquoi on accueille aussi bien les Ukrainiens et pourquoi il y a eu cette espèce de... On l'a vu hier, c'était on l'a fait dans le journal hier, sur l'impression que quand on est syrien, c'est pas la même chose, ou quand on est afghan que quand on est ukrainien. Donc tout ce que ça entraîne comme questionnement et comme polémique. Oui, il y avait l'article d'Hélène Salvi sur le sujet de l'immigration de qualité. Exactement. Je crois que tous les... Oui, non, juste pour apporter une précision, comme le disait Amélie, on a déjà 3 millions de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine, dont 1,5 million d'enfants. Donc effectivement, c'est une question essentielle, comment scolariser ces enfants, dans quelle langue, sur le temps long. Et on voit bien que c'est une question auquel, par exemple, la France va être obligée d'apporter des réponses assez rapidement. Une autre observation, c'est que les réfugiés qui ont quitté l'Ukraine pour l'instant étaient généralement des familles ou des gens qui avaient, le capital social et culturel pour pouvoir envisager une émigration à l'étranger, et 2, des moyens financiers pour pouvoir le faire, c'est-à-dire avoir une voiture, pouvoir payer de l'essence, pouvoir éventuellement payer des hôtels dans les endroits où ils arrivent, etc. Et ce qui n'est évidemment pas le cas de l'ensemble de la population ukrainienne, notamment des populations qui vivent dans l'est du pays, dans le Donbass, qui ont des moyens généralement beaucoup plus limités, et donc on risque de voir, si le conflit dure et se prolonge, une immigration, une arrivée de populations ukrainiennes bien moins fortunées, éventuellement qui ne connaissent pas de langue étrangère, etc. etc. Donc une autre sorte d'émigration en provenance d'Ukraine va très certainement arriver dans les prochaines semaines, avec des caractéristiques sociales un tout petit peu différentes. Une question qui revient beaucoup, et c'est assez normal, est-ce que vous avez des journalistes sur place en Ukraine? Comment vous pouvez garantir leur sécurité? J'imagine que tout ça coûte de l'argent qui n'était pas prévu. Voilà. Est-ce que vous devez négocier? Je ne sais pas ce que notre abonné entend par là. Négocier. Alors sur cette question-là, je crois que Cécile Sour y a répondu au cours du premier plateau. Oui, alors nous, on a à l'heure actuelle 2 journalistes. François Bonnet, donc, qui est un des cofondateurs et qui est plutôt spécialiste des questions russes et qui a décidé d'aller tout de suite là-bas. Donc il
Il s'est d'abord rendu à la frontière, il est passé par la frontière avec la Pologne, et puis aujourd'hui, il se trouve à Lviv, et il s'est rendu à Kiev. Donc, et puis, nous avons un deuxième journaliste qui est parti et qui l'a rejoint en début de semaine, qui s'appelle Christophe Guignot, et qui travaille généralement à la présentation d'Alert Libre. Bien sûr que ça pose des questions de sécurité et qu'on se pose toutes ces questions-là. C'est des questions qu'on se pose, en tout cas moi depuis que je suis arrivé, ça nous est arrivé déjà avec l'Afghanistan et l'Irak. C'est-à-dire Rachida El Azouzi, qui est une des journalistes du pôle international, est partie sur des terrains. Alors, c'est pas forcément des terrains de guerre en tant que tels, mais c'est quand même des terrains compliqués et difficiles et dangereux. Donc, elle s'est d'abord rendue en Irak et puis en Afghanistan. Et donc là, on fait tout pour protéger nos journalistes, c'est-à-dire que gilets pare-balles, des casques, faire en sorte qu'ils soient qu'il ait la sécurité la plus possible. Voilà, sur ce genre de terrain. Est-ce que ça entraîne des coûts supplémentaires? Je ne sais pas. Il faudrait demander à Cécile Sour. C'est sûr que ça entraîne des coûts supplémentaires, mais c'est des coûts qu'on assume, puisque de toute façon, la priorité pour nous, c'est la sécurité de nos journalistes. Oui. Une question de Maria qui rebondit sur l'envoi de journalistes sur des zones de guerre. Est-ce qu'il y a une formation spéciale de reporters de guerre? Il y a des formations qui sont maintenant assez courantes pour ce type de journalisme, de gens qui se rendent sur des terrains de guerre. Et oui, ça existe. Voilà, c'est rentré maintenant malheureusement dans les habitudes, oui. Alors, je cherche, est-ce qu'on a comme une question intéressante? On en a reçu énormément. Ça, c'est une question que j'ai vue pas mal aussi dans les commentaires, puisque je m'occupe de la modération avec Tariq d'habitude. Pourquoi ne parlez-vous pas plus des Russes, de la population russe, qui, elle, ne veut pas de cette guerre? Est-ce que déjà la population russe, en effet, ne veut pas de cette guerre? Oui, je veux bien répondre. Je ne veux pas monopoliser non plus la parole, mais oui, on en parle. Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question nous a vraiment bien lu dans le détail, mais c'est vrai que c'est des sujets qu'on a abordés à plusieurs reprises. On a quelqu'un qui travaille pour nous en Russie qui a évoqué ces questions-là. On ne fait pas du tout une censure sur ce qui se passe en Russie. Mais oui, on a hier, par exemple, on a rendu compte de cet acte de bravoure de la journaliste sur le plateau de télévision du principal journal télévisé. Donc oui, on le fait, bien sûr. Oui, j'ajouterais qu'il y a effectivement ce reportage de Julian Colling, notre correspondant à Moscou, que moi j'ai trouvé très, très émouvant, en fait, très touchant, parce que ce qui se passe en ce moment en Russie, c'est qu'il y a des manifestations silencieuses et très réprimées. En fait, le désaccord ou la désapprobation de la société russe, il est très difficile à évaluer, en fait. C'est pas... La résistance ne va pas se faire de la même façon que chez nous. Ce n'est pas des manifestations massives. C'est une société qui a été habituée quand même au silence, avec des médias qui sont contrôlés par les pouvoirs. Il faut savoir aussi que là, il y a eu une vague de répression extrêmement sévère. La plupart des médias indépendants, en fait, ont fermé, ont arrêté de diffuser. Beaucoup de journalistes quittent Moscou, donc c'est aussi un terrain où il est difficile d'informer, en fait. Et on s'est aussi posé les questions en interne de est-ce qu'on continue à faire travailler notre correspondant, comment on gère cette situation, où en fait une loi a quand même été votée qui interdit aux médias, aux journalistes en Russie de parler de guerre, en fait. Ils sont censés parler d'opérations spéciales. Donc c'est aussi un contexte où il est très très difficile d'informer. Mais moi je trouve que justement avec ce qu'a fait Julian, on a réussi à saisir quelque chose qui est assez subtil, mais en fait pour les Russes, en fait c'est inconcevable de taper sur les Ukrainiens. En fait, c'est des peuples frères, des peuples il y a énormément de familles qui sont à cheval entre les deux pays. Beaucoup de gens, il y a toute une génération de Russes qui sont passés par les universités en Ukraine, en fait. C'était des pays qui faisaient partie d'un même ensemble, et il n'est pas, aujourd'hui, concevable pour énormément de gens de tuer comme ça sur un peuple. Après, c'est difficile à saisir journalistiquement, encore une fois. Oui, puis les gens qui manifestent en Russie prennent des risques aussi. Exactement.
Après, c'est vrai que c'est une société profondément divisée. Il y a aussi des gens qui soutiennent Poutine. Et ça, on essaye c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. C'est-à-dire qu'on essaye de sortir de Moscou. Parce que forcément, Moscou, enfin, forcément, peut-être pas, mais c'est une ville qui est plutôt généralement anti-Poutine. Et donc là, ce qu'on essaye de voir, c'est qu'est-ce qui se passe en dehors de ces grandes métropoles. Les grandes métropoles comme Moscou, où vous avez des Russes plutôt éduqués, plutôt libéraux, etc. Et donc, voilà, ça sera prochainement dans les colonnes de Mediapart, mais c'est sûr que c'est... Ce qui nous intéresse, c'est de rendre compte de la complexité d'une société. Donc, on essaye de le faire à la fois avec nos moyens, et puis aussi, on a énormément de... Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le journal est extrêmement riche en ce moment. Donc, forcément, on fait des choix. On passe notre temps à faire des choix. On ne peut pas tout couvrir, on ne peut pas tout faire. Donc, voilà, on le fait à notre rythme. Tout à l'heure, je vous disais de manière très pragmatique. Et en fait, c'est ça. On n'est pas, on veut pas tout faire. On le fait progressivement. On essaye d'alterner sur cette couverture ukrainienne. On essaye d'alterner à la fois des reportages de terrain et puis des analyses, des entretiens, des interviews, des reportages vidéo. Voilà. Donc, on essaye aussi d'avoir à la fois une richesse et une diversité. Merci. Une question de Laurent, justement. Vos reportages de 2014 vous permettaient-ils de penser probable cette guerre ? Alors, c'est une bonne question. Quand on parle aux Ukrainiens aujourd'hui en Ukraine, et Amélie le rappelait tout à l'heure, pour eux, la guerre a commencé clairement en 2014. On a un pays qui sort aujourd'hui de 8 années de confrontation armée avec la Russie ou avec des séparatistes soutenus par la Russie. Dès le printemps 2014, on a des combats extrêmement violents qui se déclenchent dans le Donbass, à Slaviansk, à Donetsk, à Lugansk, avec un appui direct et massif de la Russie. Moi, j'étais sur place le jour de la prise des bâtiments administratifs de la ville de Lugansk par les séparatistes et la scène était assez claire. On avait une cinquantaine de retraités qui agitaient des drapeaux russes et puis quelques centaines de jeunes hommes dynamiques, bien formés, bien encadrés, qui ont pris les bâtiments administratifs, la police ukrainienne sur place n'opposant aucune résistance. Donc on avait, si vous voulez, l'action directe on les appelait les touristes venus de Russie, donc très certainement des hommes des services de sécurité russes, qui ont entraîné la sécession de fait de ces deux républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk, et ensuite le déclenchement de combats très violents. On peut par exemple citer la défaite ukrainienne d'Ilovaisk en août 2014 ou celle de Debaltsevo un peu plus tard. Donc oui, pour les Ukrainiens, la guerre est ouverte depuis 2014. On a plus de 400 000 soldats ukrainiens qui sont passés sur le front dans le Donbass, donc des gens qui ont appris le maniement des armes, qui ont appris à se battre et qui aujourd'hui se retrouvent en première ligne pour se battre contre les forces russes. Et au-delà de ça, on a la mobilisation de la société ukrainienne qui a été extraordinaire pendant la révolution de Maïdan et qui a eu le temps de se structurer durant toutes ces années avec des associations de soutien aux soldats, d'envoi d'aide humanitaire, de rapatriement des blessés, de collecte d'argent pour de l'achat militaire. Moi, je me rappelle d'années en 2015, 2016, 2017 où quand j'allais voir des amis à Kiev, pour leurs anniversaires, ils ne demandaient pas de cadeaux, mais des collectes d'argent en direction des soldats du Donbass. Donc c'est une société qui vivait déjà depuis des années dans un climat d'opposition armée. Et c'est certainement ce qu'a sous-estimé Poutine en lançant cette offensive. Il imaginait certainement qu'en 72 heures, les tanks russes seraient à Kiev, acclamés par la population. C'était sans doute mésestimer la mobilisation qui s'était déclenchée depuis 2014 en Ukraine et qui a changé de fait la société depuis cette date. Amélie, si tu veux aussi partager ton... Oui, alors moi, en tout cas, ce que je peux dire, et pour l'avoir vécu en plus de l'intérieur, notamment sur la Crimée, c'est qu'évidemment qu'on ne pouvait pas du tout s'imaginer qu'il allait se passer ça 8 ans plus tard. Je crois même qu'il y a encore quelques semaines, y compris en Ukraine, même si vous voyez les forces militaires russes s'amasser aux frontières, personne ne voulait y croire. Donc il y a quand même
il y a quand même un effet de sidération. Et surtout qu'en plus, sur la Crimée, ça s'était fait de manière, entre guillemets, pacifique. Hein, il n'y avait pas eu de combat. Le Donbass, ça s'était enlisé. Mais bon, c'était une guerre d'artillerie. C'était avec une ligne de front qui avait fini par se stabiliser. Et là, on est vraiment dans une autre forme de guerre, quand même, qui se passe beaucoup par les bombardements et l'assiègement, enfin le siège de villes. Bon, c'est quand même, on n'avait pas vu ça encore dans les précédents épisodes. Donc non, je crois que c'était pas du tout imaginable. Autant la Crimée, on pouvait comprendre l'intérêt géostratégique en fait de prendre la Crimée et puis les liens historiques avec la Russie. Autant là, s'attaquer à l'ensemble du pays, bon. C'était, enfin, je crois que même les meilleurs analystes l'avaient pas spécialement anticipé. Comme dans chaque conflit, il y a propagande et on le voit encore plus maintenant à l'heure d'Internet. On a plusieurs questions dans ce sens-là. Comment faire pour différencier les vraies infos de certaines fake news et a fortiori quand on couvre la crise depuis la France, c'est vrai qu'on avait vu ces images où l'île aux serpents, acte d'héroïsme, finalement, les personnes ne sont pas décédées. Enfin, voilà, on a tout et son contraire qui arrive. Comment faire pour démêler le vrai du faux depuis la France ? En faisant son métier de journaliste. C'est-à-dire que par exemple, on a imaginé un format qui s'appelle le brief, en fait. Donc, qu'on publie tous les soirs et qui était un peu destiné, on se disait, voilà, que si quelqu'un rentre chez lui ou chez elle, quelqu'une rentre chez elle le soir, elle a envie de savoir ce qui s'est passé pendant la journée. C'est un format qui est assez efficace, en fait, je dirais, parce que vous avez l'effet du jour, vous avez une analyse, vous avez éventuellement la carte du jour ou la vidéo du jour. Et en fait, ce qu'il faut faire, enfin c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs éléments aussi dans cette guerre, mais c'est bien de rappeler des évidences, mais bon, c'est des guerres aussi qui se déroulent à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de Twitter notamment, et il y a énormément de journalistes qui sont sur Twitter et enfin ça semble une évidence, mais c'est pas parce que c'est sur Twitter que c'est vrai. En fait, il faut rester sur il faut rester sur ces fondamentaux de métier de journaliste, c'est-à-dire de vérifier constamment, d'essayer d'avoir plusieurs sources. Quand on a un doute, d'essayer vraiment de le vérifier. Ça semble juste évident de le dire comme ça, mais c'est pas si évident que ça. Et c'est d'autant moins évident que vous êtes aussi dans ce qu'on appelle des guerres hybrides, hein, des guerres où le contrôle de l'information est très important. Mais que ce soit côté russe ou côté ukrainien. Donc en fait, on se pose toujours des questions. C'est par exemple, est-ce qu'on reprend à notre compte, par exemple, une déclaration d'un responsable ukrainien ? Pas forcément, en fait. Par exemple, quelqu'un va vous dire nous avons tué un militaire russe, le 4e général ou le 5e général. On ne va pas le reprendre comme ça. On va essayer de le confirmer. On va attendre que les Russes confirment. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention, garder la tête froide en tout cas, et rester sur les fondamentaux qui sont juste de vérifier en fait, et d'avoir des sources et aussi d'avoir des gens sur le terrain. C'est-à-dire le fait d'avoir aussi des gens sur le terrain, des gens qui connaissent les dossiers, d'avoir Amélie, Laurent, des personnes ressources comme ça permet d'éviter de faire des erreurs. Ouais, je trouve que là aussi on a beaucoup de ressources en interne parce qu'on est plusieurs en fait à la rédaction à avoir fréquenté le terrain ukrainien, voire pour certains, je pense à Mathilde Gohanek, elle a même vécu en Ukraine il y a quelques années. Donc on a chacun en fait des gros carnets d'adresses. Donc on a appelé aussi des personnes qui sont sur place. Quand voilà, vous connaissez des personnes depuis une dizaine d'années, que vous avez vu, revu, enfin c'est des personnes a priori vous pouvez leur faire confiance. Voilà, des contacts réguliers que chaque journaliste a sur son terrain. Voilà, aujourd'hui on les réactive si je puis dire et c'est ce qui permet. En tout cas moi pour les sujets que j'ai faits, c'est vrai que j'étais pas particulièrement sur les réseaux sociaux. C'était plus à base de sources personnelles, en fait, de gens que je suis depuis des années. Et du coup, pour moi, il y a un gage de confiance aussi. Et je voulais juste ajouter, puisque j'évoquais les réseaux sociaux, on a aussi un journaliste, un jeune journaliste qui s'appelle Sébastien Bourdon, donc qui travaille pour nous en ce moment, et qui lui est vraiment spécialisé. Alors ça, c'est un nouveau type de journalisme, c'est les journalistes qui travaillent ce qu'on appelle en source ouverte, OSINT pour les... Et donc, en fait, c'est vraiment un type de journaliste très particulier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, justement, qui va recevoir des éléments qui viennent de réseaux sociaux divers et variés et qui est en mesure,
d'un point de vue à la fois technique et journalistique, de vérifier si c'est vraiment, par exemple, une vidéo a bien été tournée sur le terrain. Parce que vous avez beaucoup de vidéos qui ont été détournées, qui ont été tournées il y a 8, 9 ans, 10 ans, et qu'on vous présente comme étant des choses véritables qui viennent de se passer. Donc en fait, c'est aussi cette capacité d'avoir ces nouveaux journalistes avec nous pour essayer justement de ne pas faire de conneries, quoi. Une question pour Amélie et Laurent. Avant cette guerre, quel était l'état de la démocratie en Ukraine? Parce qu'on voit beaucoup l'alibi, entre guillemets, de Poutine sur la dénazification de l'Ukraine. Donc, qu'en est-il de l'extrême droite en Ukraine? Alors, bon, il y a, après la révolution de Maïdan de 2014, il y a eu une alternance politique, puisque le président élu après Maïdan était Petro Poroshenko, qui a ensuite été battu par Volodymyr Zelensky en 2019. Donc on avait une alternance politique réelle. Zelensky a été élu avec plus de 70% des voix lors de l'élection présidentielle. Ensuite, la démocratie ukrainienne, et c'est le cas depuis le début des années 90, était malade et toujours malade d'un grand fléau qui est celui de la corruption et celui de l'influence d'oligarques sur la scène politique, à savoir que les grands magnats de l'industrie, du bâtiment, des médias, en général financent l'un ou l'autre des candidats à la fonction suprême de président de l'Ukraine. Petro Poroshenko était lui-même l'un de ces oligarques extrêmement riche. Donc on a une démocratie bien évidemment mise sous pression par ce phénomène corruptif et d'appropriation des ressources publiques qui était un problème réel avant le déclenchement des autorités, des affrontements. Ensuite, la question de l'extrême droite. Je pense que cette question a été traitée des centaines de fois depuis 2014. On a effectivement en Ukraine des courants d'extrême droite, des courants qui se sont y compris engagés dans la guerre à partir de 2014, qui ont formé des bataillons, on peut penser au bataillon Azov. Mais encore une fois, tout cela a été documenté de façon extrêmement précise depuis 2014 par l'ensemble des médias francophones. Cette extrême droite donc est présente en Ukraine, a toujours été présente, comme elle est présente en France ou dans d'autres pays européens, à la différence près que cette extrême droite a toujours représenté des scores électoraux tout à fait marginaux. Donc on peut évidemment parler de certaines dérives, de certains bataillons, de certains groupements de personnes et d'intérêts, mais électoralement, ces partis n'ont jamais représenté quelque chose de significatif en Ukraine. Donc c'est un phénomène qui à la fois a été documenté et qui reste malgré tout assez minoritaire en Ukraine. Oui, on l'a pas mal documenté nous-mêmes en 2015. Donc là, bon, je ne sais pas si on a le temps de remonter là dans les archives, mais en tout cas, oui, en tout cas à la fin des mobilisations sur le Maïdan, on a senti que voilà, il y avait des rapports de force politiques et que l'extrême droite, alors notamment Pravier Sector et puis le bataillon Azov, il y avait comme ça certains groupes qui essayaient de prendre du pouvoir ou en tout cas prendre plus de place dans la mobilisation, mais ça n'a pas été significatif électoralement, comme Laurent l'a dit, ensuite dans les résultats. J'ajouterais aussi qu'on a, alors sur l'état de la démocratie et le poids des oligarques, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé aussi, qu'on a beaucoup écrit dans Mediapart, et notamment moi je me souviens d'un reportage que j'avais fait en 2015 sur la difficulté aussi à réformer le pays, donc c'était peut-être en 2016, déjà parce que le Donbass, le fait que le pays était justement dans un état de guerre larvée en fait dans sa partie est, ça bloquait aussi en fait l'avancée des réformes, ça bloquait les ambitions du président à l'époque Petro Poroshenko, parce que voilà, il y avait un truc qui n'était pas résolu, une partie du pays voilà, qui était amputée, et c'est vrai que ça a pas mal joué aussi dans la difficulté, en tout cas pour les différents pouvoirs en place, d'avancer. Sur cette question de l'extrême droite, moi je vous renvoie à une formidable intervention d'Alexandra Goujon, qui était invitée à l'Air Libre, et qui a répondu vraiment, mais de manière, enfin en reprenant exactement les mêmes éléments que Laurent et Amélie, mais elle est spécialiste de l'Ukraine. Regardez juste la vidéo, c'est très intéressant, on la lance là-dessus, voilà, l'extrême droite, et elle vous dit, voilà ce que c'est. Donc après, il faut pas, c'est ce qu'on se disait, comment on peut couvrir une guerre avec tous les éléments de désinformation. Ça, par exemple, c'est typiquement un élément de désinformation, c'est comment Poutine utilise, soi-disant, la dénazification d'un pays,
Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est ça qui est intéressant de déconstruire. C'est ce discours-là. C'est le discours que vous retrouvez pour justifier l'agression d'un pays souverain, en fait. Donc, c'est plutôt ça qui nous intéresse. C'est pas de reprendre des éléments de désinformation. C'est de déconstruire cette désinformation. Pourquoi Poutine fait ça? Pourquoi Poutine instrumentalise l'histoire? Et ça, on le raconte, oui. On a une question de Camille. Que savons-nous sur l'état d'esprit de Vladimir Poutine aujourd'hui? Au cas où, dans nos sources, on aurait son psy au Kremlin. Il y a eu un... Je sais pas... Il y a des rumeurs. Est-ce qu'il est malade physiquement? Est-ce que... En tout cas, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a demandé à Julian Colling, donc qui est le journaliste qui travaille pour nous à Moscou, il a fait un très très bon papier, je trouve, qui était vraiment fourni. Alors, il s'est pas mis dans la tête de Vladimir Poutine, parce que je pense que c'est très compliqué, mais en tout cas, il a décortiqué ce système de pouvoir, c'est ce qu'on appelle la verticale du pouvoir de Poutine, et la manière dont il s'est isolé avec... Alors, je veux pas paraphraser l'article, allez le voir, mais ce qui est intéressant, c'est moi, ce que j'ai retenu de ce papier très très riche, c'est que plusieurs éléments montrent qu'il s'est plutôt isolé, la pandémie, et puis le fait qu'il est au pouvoir depuis plus de 20 ans, et donc il est entouré d'un tout petit nombre de personnes, et en particulier des militaires, et qu'il écoute beaucoup les militaires, ce qui peut expliquer aussi cette espèce de fantaisie de croire qu'il allait pouvoir conquérir l'Ukraine en 3 jours. On a une remarque pour Amélie, il n'y a pas vraiment de questions, mais alors que tout dans cette guerre nous rappelle l'urgence climatique, gaz russe, agriculture, nucléaire, on a l'impression que ces sujets sont éclipsés par des débats purement politiques. Alors nous, justement, on ne l'a pas éclipsé. Déjà, on en a fait un peu le thème de notre newsletter il y a 15 jours. L'édito donc, de la newsletter écologie, donc, qui paraît une fois tous les 15 jours, était précisément là-dessus. Sur en quoi en fait cette guerre était une très mauvaise nouvelle en fait pour l'écologie. Et ensuite, on l'a traité à travers notamment un ensemble la semaine dernière là, sur les questions de souveraineté alimentaire, et pour montrer que en fait du coup les marchés étant bloqués, en fait énormément de produits agricoles arrivaient chez nous via la Russie et l'Ukraine, parce que ce sont deux très grands producteurs de céréales. Et donc, depuis le début de la guerre, toutes les cargaisons sont bloquées donc, au bord de la mer Noire et de la mer d'Azov. Et bref, donc ça fait effectivement... ça bloque les marchés. Et là, en ce moment, il y a un vrai lobbying à Bruxelles, et puis en France aussi, un peu partout dans l'Union européenne, pour se mettre à produire plus, parce que, devant ce blocage des importations agricoles, il faut qu'on produise plus chez nous. En tout cas, c'est la réponse qui est apportée par les lobbies et, en gros, toutes les approches productivistes du secteur agricole. Et c'est effectivement... une très mauvaise nouvelle pour l'écologie. Et puis, je ne parle pas évidemment des dépendances par rapport au gaz russe qui sont énormes. L'Italie, par exemple, c'est 60% de son gaz qui provient de la Russie. Nous, la France, on l'est un petit peu moins, mais après, il y a d'autres pays qui le sont énormément. Et là, effectivement, dans les réseaux, les gens qui se préoccupent de la question climatique, la réponse, elle est évidente. C'est qu'il faut se désengager totalement, se rendre complètement autonome du gaz russe et du gaz en général. C'est ça, de toute façon, la question fondamentale. Malheureusement, là, je suis un petit peu sceptique sur ce qui se négocie en ce moment, en tout cas au niveau de l'Union européenne. J'ai un petit peu peur du résultat. Une question pour Laurent. Les Moldaves et les Géorgiens sont-ils inquiets d'éventuels projets de Poutine ? Bien sûr, les Moldaves sont totalement terrifiés. Là, j'étais sur place quelques jours après l'invasion des troupes russes, et la première chose que m'ont dit les gens sur place, c'est que tout le monde préparait son passeport. Et ceux qui n'avaient pas de passeport allaient en faire un rapidement pour pouvoir s'enfuir à la première occasion, si jamais des tanks s'avéraient passer la frontière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Moldavie est un pays lui-même divisé. Vous avez à l'est du pays une bande de terre qui fait environ 400 km de long sur 35 de large, qui s'appelle la Transnistrie, qui a déclaré officiellement son indépendance de la Moldavie au début des années 90. Dans cette bande de terre, vous avez la présence de soldats russes,
chargé théoriquement de maintenir la paix précaire qui s'est établie depuis le début des années 90, environ 2000 soldats, plus des miliciens. Donc pour les Moldaves, l'expérience séparatiste, c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien depuis maintenant 30 ans. Évidemment, les Moldaves ont aussi l'expérience de l'Union soviétique et à ce titre, je dirais, ont l'expérience de la domination du Kremlin sur leur territoire. Donc quand les chars russes entrent en Ukraine, la première chose que les Moldaves font, c'est effectivement refaire leur passeport pour pouvoir éventuellement s'enfuir à l'étranger. Les Moldaves savent bien que leur armée, qui est constituée d'à peu près 5000 hommes en état de se battre, ne résistera pas longtemps si les chars russes traversent la frontière. Donc évidemment, on a une peur très importante en Moldavie, d'autant plus que la Moldavie ne fait partie ni de l'OTAN ni de l'Union européenne. Donc un pays en quelque sorte livré à lui-même et très faible sur la scène internationale. La situation est un tout petit peu différente en Géorgie. La Géorgie, je le rappelle, a aussi 2 entités séparatistes sur son territoire. L'Abkhazie, qui est une petite république située au nord-ouest de la Géorgie, qui a déclaré son indépendance du pays après une guerre terrible, pareil au début des années 90, et puis l'Ossétie du Sud, on se rappelle du conflit de 2008 où des affrontements avaient commencé entre les soldats géorgiens et les soldats ossètes, l'intervention russe qui avait conduit à la défaite rapide des forces de Tbilissi. Donc en Géorgie aussi, on a l'expérience de cette confrontation violente avec la Russie ou avec ses proxys. Et bien sûr, la population géorgienne est très largement, très majoritairement favorable à l'aide aux Ukrainiens et au soutien à l'Ukraine. La position du gouvernement géorgien est un tout petit peu différente puisque la Géorgie a refusé pour l'heure d'appliquer les sanctions internationales, évidemment pour préserver une sorte de statu quo avec ce voisin un peu embarrassant et un peu envahissant qu'est la Russie pour les Géorgiens. Donc voilà, c'est deux pays qui sont bien sûr sous la pression de la Russie. Et j'en profite pour dire que grâce à Mediapart, je vais me rendre la semaine prochaine en Finlande pour étudier la situation sur place, puisque la Finlande aussi est sous pression de la Russie via cette guerre et que ça ouvre beaucoup de questions aussi en Finlande, qui est pourtant un pays de l'Union européenne. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Tu parlais de l'armée russe, mais qu'en est-il finalement sur le terrain? On a vu des images qui présentaient une armée assez désorganisée, des chars mis en déroute par des tracteurs. Oui, alors effectivement, je pense que les pertes des soldats du Kremlin sont beaucoup plus importantes que celles que Vladimir Poutine espérait. Alors on a des estimations très différentes selon les sources. Les Ukrainiens affirment que 13 800 hommes de l'armée russe ont été tués ou mis hors de combat. Les estimations américaines tablent plutôt sur 5 ou 6 000 hommes, ce qui est en soi un chiffre tout à fait important. Si l'on compte 5 ou 6 000 soldats tués, on peut en compter au moins le triple de blessés, donc ce qui voudrait dire que au moins 20 000 hommes de cet corps expéditionnaire russe seraient d'ores et déjà hors de combat sur 190 000 hommes déployés dans le pays, ce qui correspond environ à 10% de pertes pour l'armée russe au bout de 3 semaines de combat, ce qui est énorme. Quand on sait que les estimations militaires précisent qu'un corps expéditionnaire devient inefficace, en tout cas dans sa fonction d'attaque, quand les pertes atteignent 20, 25%, 30% des effectifs. Donc là, on est déjà à 10% des effectifs militaires russes déployés en Ukraine qui seraient hors de combat. On peut s'attendre à ce que les combats continuent et que dans les prochains jours, la Russie tente, je dirais, le tout pour le tout, c'est-à-dire de prendre une grande agglomération comme Kharkiv ou Mariupol et ensuite libérer les soldats qui sont sur les sièges de ces grandes agglomérations pour ensuite se diriger soit vers Kiev, soit vers Odessa et abréger le plus rapidement possible cette guerre qui coûte énormément à la Russie. On a, vous l'avez dit, des pertes logistiques importantes. Le coût des missiles balistiques envoyés sur l'Ukraine est très important et la Russie n'a pas un stock illimité de missiles balistiques. Donc on a effectivement des pertes importantes et qui, je dirais, qui ne vont pas pouvoir se reproduire dans le temps très longtemps. Là, on parle vraiment d'une question de jours ou de semaines.
Ukraine, à moins que Vladimir Poutine et la Russie déploient de nouveaux échelons sur place, de nouvelles armées, fassent appel à des mercenaires. On a beaucoup parlé de ces mercenaires syriens qui seraient susceptibles d'arriver sur le front ukrainien ou d'autres solutions, à moins que Poutine ne ramène d'autres forces, d'autres hommes et trouve des moyens de faire craquer le front ukrainien. On va se diriger, selon les experts militaires, dans les prochaines semaines sur une stagnation du front ou très probablement une guerre de siège qui va se prolonger. Qui va durer. Et en parlant de coûts, peut-être pour toi, Amélie, l'Ukraine est déjà fortement détruite. Quand la Russie en partira, devra-t-elle payer des dommages de guerre? Comment l'Ukraine pourra-t-elle gérer cette reconstruction? Toute seule, elle ne pourra pas, je pense. Ce sera... Enfin, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'on est encore en pleine guerre. Mais bon, quand on pense aux exemples passés, pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, il y a eu beaucoup d'aide. Il y a eu le plan Marshall. J'imagine mal l'Ukraine pouvoir reconstruire toute seule. Non, c'est évident que... En tout cas, il me semble assez facile d'imaginer que l'Union européenne, dans la mesure où déjà elle aide militairement, elle aidera à la reconstruction. Mais si on pouvait éviter déjà qu'il y ait trop de dégâts, ça serait... Ouais. Il faudrait déjà savoir sur quel territoire cette future Ukraine, sur quel territoire la paix va pouvoir intervenir en Ukraine. On sait que l'une des revendications de la Russie, c'est de conserver la Crimée annexée en 2014, c'est d'avoir 2 républiques indépendantes de Donetsk et de Lugansk sur le territoire de ces régions séparatistes. Donc, de quelle Ukraine on va parler après la fin de la guerre? Et première question, quand est-ce que la guerre va pouvoir se terminer? Et il faudra d'abord répondre à ces 2 questions pour ensuite savoir comment l'Ukraine va se reconstruire. Très certainement, dans le cas d'un cessez-le-feu et d'une négociation entre Kiev et Moscou, on aura une aide occidentale financière importante pour reconstruire le pays. Ensuite, les promesses d'aide n'engagent que celles qui les donnent et il faudra encore que l'argent arrive sur place une fois la paix signée. Mais tout ça relève encore de l'hypothèse et de l'hypothétique et il est encore bien trop tôt pour pouvoir se prononcer là-dessus. On a 2 abonnés qui ont des questions un peu similaires sur les conséquences de la guerre sur les personnes les plus précaires et comment nous on fait surtout pour recueillir leurs témoignages. Comment on arrive à joindre ces personnes qui sont peut-être coupées de tout. C'est difficile de... Comment dire? Sur le terrain en fait. Donc on a eu un reportage... François Bonnet s'est rendu dans la campagne autour de Lviv. Donc, il a fait un reportage, je crois, qui a été publié durant le week-end dernier, samedi ou dimanche. Donc, j'invite... Voilà, on le voit à Miss Flo. Voilà, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais donc j'invite les abonnés à le lire. Et donc, oui, on est en train de préparer des sujets. Christophe doit nous envoyer aussi des reportages. Donc voilà, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc, que ce soit les précaires ou... Je pense que pendant la guerre, tout le monde est précaire, en fait. Donc la précarité, elle est généralisée. Donc c'est comment on raconte une guerre, en fait, mais qui concerne à la fois des militaires, mais aussi des civils. Voilà. Je pense aussi au papier justement qu'a fait Laurent sur Mariupol, le siège de Mariupol, où on voit qu'en fait tout le monde est touché, et qu'il y a même un problème d'accès à l'eau potable, d'accès à la nourriture, d'accès à des choses de base. Et là, ça touche malheureusement tout le monde. Alors je précise que ce papier sur Mariupol, je l'ai fait évidemment depuis Paris en contactant des gens qui étaient dans Mariupol. J'étais moi-même pas présent à l'intérieur de la ville, puisque l'entrée dans cette ville de Mariupol, dans ce grand port industriel que j'aime beaucoup, où je me suis rendu de nombreuses fois, est interdit depuis le 3 mars. Les forces russes ont bouclé l'encerclement de la ville depuis le 3 mars et effectivement on a, selon les estimations, 200-300 000 personnes qui seraient toujours bloquées en ville. C'est du moins les témoignages que j'ai pu recueillir par téléphone, avec des gens qui avaient au contraire réussi à sortir de l'encerclement, à briser l'encerclement, avec des conditions de vie tout à fait terrifiantes, sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans médicaments, sans possibilité de se déplacer, sans possibilité de ramasser les morts dans la rue, des images tout à fait effrayantes.
effrayante. Et cette ville de Mariupol résiste pour l'instant, tient. On a 2000 voitures qui sont sorties de la ville hier et qui ont réussi à négocier un cessez-le-feu pour pouvoir se diriger vers Zaporozhia, au centre de l'Ukraine. Donc on a quelques habitants qui ont réussi à sortir, mais la grande majorité des habitants est toujours prisonnière de la ville. Et c'est bien sûr l'un des grands enjeux des prochains jours, c'est comment ouvrir des corridors humanitaires pour permettre aux civils de traverser les zones de front et de se mettre à l'abri. Je rappelle quand même que la mise en danger de civils, c'est un crime de guerre reconnu. Quand on vise délibérément des zones d'habitation, quand on prend des civils comme bouclier humain, quand on affame, prive d'électricité, prive d'eau, prive de médicaments des civils, ce sont des crimes de guerre. Donc certainement que des responsables auront à répondre de ces exactions un jour ou l'autre. On a bientôt terminé, mais peut-être une dernière question pour vous. Quand vous étiez sur place, comment vous étiez accueillie en tant que journaliste par les Ukrainiens? Est-ce que c'était facile de faire son travail? Oui, très bien. Après, oui, je sais pas, toi tu y es allé peut-être plus récemment que moi, mais en tout cas, moi à l'époque, oui, aucun souci, même pour accéder à des personnes haut placées, j'ai envie de dire, enfin du gouvernement ou des conseillers ou des députés. Non, il n'y avait aucune difficulté. Après, moi, je parle polonais aussi, ce qui me permettait de piger quand même, de comprendre pas mal de choses de l'ukrainien. Et ensuite, il y a aussi beaucoup d'anglophones. Et puis après, on peut aussi travailler avec des gens qui nous aident pour la traduction. Donc, non, aucune difficulté, en tout cas pour ma part, à rentrer en contact avec les gens. Oui, non, il n'y a pas de difficulté. En tout cas, il n'y avait pas de difficulté particulière à travailler en Ukraine avant la guerre, même dans les zones séparatistes. J'irais jusqu'en 2014-2015, c'était relativement possible de travailler. Les choses se sont un tout petit peu compliquées après, puisque pendant des années, les autorités séparatistes ne donnaient plus d'accréditation aux journalistes français, ou du moins aux journalistes français qui faisaient leur travail, pour venir enquêter dans ces républiques de Donetsk et de Lugansk. Donc l'accès était beaucoup plus difficile. Il y a eu quelques journalistes français qui ont réussi à s'y rendre juste avant le début de la guerre. Aujourd'hui, la situation est évidemment très différente. Alors moi, j'étais en Ukraine il y a une dizaine de jours, pas dans les zones de combat. J'étais plutôt dans le sud de l'Ukraine, à côté de la ville de Tchernivtsi. Donc, il est toujours possible de travailler. Après, on est dans un pays en guerre, donc on a des checkpoints, on a une suspicion beaucoup plus grande des gens qui voient aussi des espions ou des personnes susceptibles de déstabiliser l'État ukrainien un peu partout. Donc on a des contrôles réguliers, mais bon, je dirais que c'est une situation relativement normale dans une zone de guerre. Pour le reste, les Ukrainiens sont toujours généralement très accueillants avec les journalistes étrangers. Ça pose pas de problème particulier. François, si tu veux rassurer nos lecteurs qui nous demandent si toute cette actualité sur l'Ukraine ne va pas nous faire négliger les autres sujets importants. Pas du tout, au contraire. Je peux vous donner plein d'exemples, mais juste ce week-end, on a parlé du Chili, où il y a un nouveau président qui a 35 ans, mais il est jeune, mais il est de gauche, je dirais, la différence avec notre président. Et puis, ce matin, nous avons publié un papier sur la Colombie, où la gauche a gagné... est arrivé en tête en tout cas des élections parlementaires et puis des primaires en fait, avant la grande présidentielle du mois de mai. Donc en fait non, pas du tout. Alors bien sûr, au début du conflit, à partir du 24, c'est vrai qu'on était quand même beaucoup sur l'Ukraine, mais bon, on continue quand même à publier et à nous intéresser au reste du monde. Voilà. Merci beaucoup, le plateau est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci Amélie, merci François, merci Laurent. Merci à Claire, Tariq, Muriel, Gaëtan, Galadriel et Armel pour leur travail de l'ombre à l'organisation, la modération, l'aspect technique. On se retrouve dans un mois pour un prochain rendez-vous de Mediapart.